Estelle Grelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Où en est-on aujourd'hui de la réforme de la carte intercommunale? Est-elle achevée? Alors, la refonte de la carte intercommunale, comme vous le savez, elle fait suite à la loi NOTRe, qui porte nouvelle organisation territoriale de la République, et qui a décidé de porter au seuil de 15 000 habitants, adapté en fonction de la densité démographique des départements, la taille des intercommunalités. Suite à l'adoption de cette loi, en août 2015, dès le mois de septembre, les préfets ont commencé à conduire des discussions avec les élus locaux. Les discussions se sont poursuivies dans le cadre des commissions départementales de coopération intercommunale qui ont adopté leur schéma au 30 mars de cette année. Jusqu'au 15 juin, les préfets avaient la possibilité de présenter les arrêtés de fusion qui concernent les territoires qui vont fusionner. Ils avaient jusqu'au 15 juin pour le faire. Et à partir du 15 juin, s'ouvre, à partir de la date de transmission, c'est au maximum au 15 juin, s'ouvre 75 jours de délibération des conseillers communautaires et municipaux. Tout ça pour vous dire que ce sont des schémas qui se sont appuyés sur de larges concertations avec les élus locaux et qu'aujourd'hui, si tous les arrêtés de fusion étaient validés par les conseils municipaux et les conseils communautaires, nous passerions de 2062 intercommunalités à ce jour à 1245 demain. Donc c'est un vaste mouvement dans les territoires qui s'organise pour faire en sorte que les périmètres des intercommunalités soient ceux finalement du bassin de vie, du territoire du quotidien des habitants. Et que se passerait-il en cas de refus des élus après ces 75 jours? Alors si les élus refusent, il y a là deux possibilités. Soit le refus a pour conséquence finalement de laisser une intercommunalité qui ne répondrait pas au seuil de 15 000 habitants adapté que fixe la loi, et auquel cas il faudrait repasser devant la CDCI et vraisemblablement demander au préfet de passer outre la décision des élus, puisqu'aucune communauté ne pourra déroger à ce seuil. Si les structures ont plus de 15 000 habitants, encore une fois adaptés selon les départements, et ont décidé au final de ne pas s'unir, nous avons dans ces conditions recommandé un usage extrêmement modéré du passer outre. D'accord. Et donc, que fait le gouvernement pour rassurer les élus qui éprouvent des difficultés dans leur projet de fusion d'intercommunalité? En fait, le gouvernement a rappelé par voie de circulaire les différents éléments de souplesse qui existent pour fusionner deux intercommunalités, le lissage de la fiscalité sur 12 ans, la possibilité de prendre progressivement les compétences, 1 an pour les compétences optionnelles, 2 pour les compétences facultatives. Nous sommes en train aujourd'hui travailler sur la question de l'harmonisation du PLUI, de reporter son échéance à 2022. Nous sommes en train de travailler avec les associations d'élus locaux à une disposition sur le versement transport pour permettre un lissage sur 12 ans. Nous venons, avec la DGCL et la DGFiP, de travailler sur la question du financement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères pour permettre finalement que deux modes de financement cohabitent pendant 5 ans. Donc nous sommes à l'écoute des territoires, des remontées des élus, et nous répondons à leurs questions ou lors de visites officielles nombreuses que nous faisons depuis le ministère. La DGCL est aussi un accompagnement important au service de l'État qui, eux, sont au plus près des demandes des élus. Et par ailleurs, nous répondons sur un certain nombre de thématiques par des éléments de souplesse nouveaux. Et au Congrès des maires de France, le président de la République a fermé toute porte à un report de la mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale. Pourquoi cette échéance est si importante pour le gouvernement? L'échéance est importante à plusieurs égards. D'abord parce que c'est l'échéance que fixe la loi et que ces débats sur les délais ont déjà eu lieu dans le cadre du débat parlementaire. Deuxièmement, le gouvernement est extrêmement attaché à la question de l'investissement public local et que nous considérons qu'à un moment, il faut que ces structures soient opérationnelles pour porter des projets de territoire et que le plus vite est le mieux. Et enfin, nous considérons que les éventuelles difficultés qui ont été soulevées par les élus ont obtenu des réponses et que rien ne sert de prolonger ce temps de rapprochement administrative, financière, fiscale des intercommunalités. Et d'ailleurs, beaucoup d'élus, très objectivement, demandent sur les territoires à avoir rapidement leur périmètre pour pouvoir enfin faire ce pourquoi ils se sont engagés, à savoir organiser des politiques publiques pour les habitants à la bonne échelle et au juste coût. Donc, pour toutes ces raisons, le gouvernement ne soutient pas les initiatives parlementaires qui viseraient à décaler dans le temps la réalisation de ces fusions.
Et concernant ces périmètres, certains projets sont dits XXL. Comment est-il possible de mettre en place et de mettre en œuvre cette intercommunalité XXL? Les communautés XXL, il faut sur ces sujets dire la vérité. J'entends que c'est un sujet dont beaucoup s'inquiètent aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a 2 projets à plus de 150 communes, un dans le Cotentin, un dans le Pays Basque, que ces intercommunalités sont souhaitées par les élus, sont adossées à un projet de territoire, à une gouvernance dont je rappelle que dans des mouvements de décentralisation et dans le cadre du respect de la libre administration des collectivités territoriales, il appartient aux élus de la définir, cette gouvernance, que par ailleurs, il y a aujourd'hui, il y aurait 14 EPCI à plus de 100 communes si tous les arrêtés de fusion étaient validés, qui en a déjà 5 aujourd'hui, c'est-à-dire la création de 9 autres, et qui ont tous été souhaités par les élus. Le gouvernement entend les projets de territoire qui souhaitent être portés à cette échelle. En revanche, nous nous assurons simplement du respect de la loi sur le seuil minimum de 15 000. Si les élus, comme dans un certain nombre de départements, ont voulu aller plus loin, alors c'est de leur responsabilité, de leur choix politique. En mars dernier, vous avez également annoncé avec Jean-Michel Baillet qu'un partenariat entre l'État et les métropoles devait voir le jour. Le calendrier est-il respecté? Où en est-on aujourd'hui concernant ce partenariat? En fait, nous sommes dans discussion régulière avec ceux qui représentent les métropoles, à savoir l'association France Urbaine, pour identifier un certain nombre de thématiques qui sont particulièrement importantes pour les métropoles, dont je dis que ce sont des puissants leviers de développement pour les territoires qu'elles organisent et des espaces de solidarité à construire. Le gouvernement appuie ces démarches, nous sommes en discussion et ça va aboutir en effet pour le début de l'été comme c'était indiqué. Merci Estelle Grelier. Merci.